kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui parle de la télé et qui, incroyable, regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce matin, il y a les thèmes évidents. Migrants, l'Europe tente de fermer la route des Balkans, en une du Figaro. Les femmes qui combattent le sexisme, en une d'Aujourd'hui en France. Les femmes à l'honneur sur celle de Direct Matin. Il y a bien sûr la loi sur le travail qui fait la une de Libération ou encore du Monde. La fin du quinquennat se joue avec la loi El Khomri. Et puis, il y a le cri d'un homme. Dans 20 minutes, Guylain Watrelot. Il y a 2 ans, il perdait sa femme et 2 enfants dans le crash du vol MH370. Cet homme qui ne sait rien de l'enquête, qui dès le départ s'est aperçu que les autorités malaisiennes lui mentaient, poursuit son combat, mais il reconnaît, le jour où ce sera terminé, ce sera peut-être compliqué, mais aujourd'hui, ça me fait tenir. Le même qui cherche au fond de lui l'énergie de montrer l'exemple à son fils et de lui prouver que la vie continue. Guylain Watrelot, qui a quitté son poste de directeur stratégique au sein du groupe Lafarge il y a 2 semaines pour se consacrer à l'enquête, lancé dans une quête désespérée, mais qui reconnaît la découverte du flaperon de l'appareil signifie que mes disparus ne reviendront pas. Certains savent où le MH370 est tombé. Cette fois, ce n'est plus lui qui parle, mais une journaliste française installée à Hong Kong. Elle s'appelle Florence de Changy. Elle a longuement enquêté sur le sujet, elle en a fait un livre et elle parle dans Aujourd'hui en France. Comment admettre qu'à l'heure où l'on peut voir une pièce de monnaie sur la Lune, un 777 grand comme un immeuble bardé d'électronique a pu se volatiliser? Oui, comment l'admettre? Marion Calais, on ouvre la presse régionale avec vous, avec d'abord 3 unes marquantes. Cette question dans la Voix du Nord, Calais a-t-elle été entendue? En tout cas, après la manifestation des commerçants calaisiens à Paris, une cellule d'urgence a été créée pour les entreprises en difficulté. Un sauvetage dans la Provence, l'Aquarius qui sauve 74 migrants. Le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée a secouru hier les passagers de 2 Zodiacs au large de la Libye. Et puis un combat toujours d'actualité dans la Dépêche du Midi, celui de l'égalité homme-femme, avec pour chaque génération son incarnation. Ça va donc en une du quotidien et en photo de Simone de Beauvoir à Inna Shevchenko, des Femen, en passant par Françoise Giroud et Simone Veil. Avant de s'intéresser à l'histoire du jour, on est prié de passer chez le barbier, histoire à lire dans l'Ardennais. Amis poilus du crâne et de la barbe, s'abstenir à Charleville. Nicolas Canteloup, si tu nous écoutes, tu n'es pas concerné. À Charleville-Mézières, le syndicat UNSA Police dénonce le comportement de la hiérarchie avec un fonctionnaire de la CRS 23. En novembre, il lui a été reproché une barbe trop épaisse, il l'a taillée et aujourd'hui, c'est la longueur de ses cheveux qui pose problème. Alors, on n'est pas non plus en mode flower power, hein. On parle là d'une nuque un peu trop longue, genre 1 cm de bouclette selon les mots d'un syndicaliste dans l'Ardennais, qui rappelle que vu le contexte, il y a peut-être en ce moment d'autres chats à fouetter que la pilosité des policiers et des syndicalistes qui vont même jusqu'à parler d'une discrimination avec les femmes qui, elles, sont autorisées à porter les cheveux longs. C'est sans doute pas leur meilleur argument. En tout cas, depuis juin 2015, le port de la barbe est autorisé pour les CRS. Moi, ça, je l'ai découvert dans l'Ardennais ce matin. Et ben voilà, on en apprend des choses tous les matins dans la presse régionale grâce à vous, Marion Calais. La presse internationale à présent avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, Jean-Philippe, la Somalie est une attaque impressionnante et inédite des Américains. Oui, un bombardement à coups de drones et d'avions de chasse. La cible était un camp de combattants islamistes, les Shebab, et le bilan est particulièrement lourd. Plus de 150 morts, nous dit le Washington Post. Pour vous donner une idée de l'importance de l'opération, les États-Unis auraient éliminé là en un seul raid plus d'islamistes qu'au cours des 13 dernières années en Somalie. Plus de 150 morts. Alors, il n'y a pas de civils, a priori, parmi les victimes, mais le Pentagone nous promet de vérifier. En tout cas, pour les Américains, aucun doute, il y avait un danger imminent. Le camp était observé depuis plusieurs semaines. Il se trouve à 200 km au nord de la capitale, Mogadiscio. Les combattants s'apprêtaient à partir et les bombardements étaient une mission d'autodéfense, affirment les Américains, qui ont toujours, il faut le savoir, une 50aine d'hommes qui sont basés en Somalie. Alors c'est une région où les Shebab résistent depuis des années, souvent affaiblis, mais toujours présents. Ils sont affiliés à la nébuleuse Al-Qaïda. Ils ont multiplié, c'est vrai, les attaques ces dernières semaines. Alors les Américains ont voulu frapper un grand coup avec l'une des armes favorites de Barack Obama, les drones. Alors, parfois critiqués, il y a une certaine opacité toujours dans les opérations. En tout cas, l'administration américaine a promis de faire le bilan bientôt de toutes ces actions depuis 2009 et l'entrée de Barack Obama à la Maison-Blanche, qui c'est vrai utilise beaucoup les drones. Voilà, donc à lire dans le Washington Post, la BBC en parle également beaucoup, et même la presse française ce matin s'en fait La l'écho. BBC a été la première à donner l'alerte hier après-midi.
Axel de Tarlet a mis ses sandalettes et son sac à dos. Il nous parle ce matin du guide du routard qui lance une nouvelle maquette avec couleurs et photos, c'est-à-dire dans les Échos. Voilà, désormais il y aura des couleurs, des photos à l'intérieur du guide du routard. C'est une révolution, une première depuis 1973, puisque le guide du routard a 43 ans. Et il faut avouer que le guide du routard, depuis ses 43 ans, il a un peu vieilli, comme le lecteur du guide du routard, puisque dans les années 80, souvenez-vous, le routard que nous étions tous, il ressemblait plutôt à ça. Voilà, vous avez Renaud Marchalon, 1980, le guide du routard dans la poche, etc. Alors, depuis les années 80, tout le monde a un peu vieilli et s'est embourgeoisé, y compris le lecteur du guide du routard. Philippe Glohagen, le patron du guide, résume à cette formule ce matin dans les Échos. Il dit autrefois le lecteur du guide du routard lisait Charlie Hebdo, aujourd'hui il lit les Échos. Donc forcément, l'offre a évolué depuis. Donc fini les plans auberges de jeunesse et plans spécial Fauché, vous vous souvenez, avec les transports en autobus. Aujourd'hui, le lecteur, il cherche plutôt des bonnes adresses de location de véhicules pour louer un 4x4 ou une BM. Alors donc le guide suit un petit peu cette tendance, donc maintenant la couleur, etc. Mais il faut savoir que le guide continue de figurer parmi les meilleures ventes de livres en France, 2,5 millions d'exemplaires vendus chaque année. Qu'est-ce que tu as lu cet été ? J'ai lu le guide du routard. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi partout, on le lit dans l'avion, on le lit sur la plage, etc. Et finalement, ça montre que le bon vieux livre papier reste encore de beaux restes. Voilà. Oui, absolument. Quel est le dernier routard que vous avez acheté, Julie ? Le Brésil, vous étiez au Brésil, oui, il paraît. c'est ça, mon dernier voyage. À Ou chaque le fois, j'ai routard le guide du du Poitou. routard. C'est une bonne façon d'éviter les touristes français d'ailleurs quand on est à l'étranger. Paf, on voit le guide du routard à 100 mètres, on se dit ah, je vais prendre le côté. Et voilà. Rien de personnel. À la télé ce soir, Un jour Ça une va histoire très et bien, Maroc, Alex. c'est sur France 2 à 20h55 et c'est consacré à Florence Artaud. Et oui, Eva. en ce 8 mars, journée internationale de la femme, portrait d'une battante, d'une intrépide qui, à 21 ans, termine sa première route du Rhum. Je m'endormais à la barre et en fait j'avais la cigarette au doigt et quand la cigarette me brûlait, je savais combien de temps j'avais dormi, le temps d'une cigarette. Dis donc. C'était la voix de Florence Artaud, elle avait 21 ans à l'époque. Alors les témoignages sur son portrait sont unanimes. Florence Artaud, c'était une amoureuse de la mer, caractère trempé évidemment, fêtarde qui adorait boire des coups avec les copains marins et puis surtout une force de la nature. Elle a, malgré les blessures en course, n'a jamais abandonné et elle pouvait surtout compter sur quelqu'un, sur sa mère. Écoutez, ce sont les enregistrements radio depuis son bateau. Il ne faut plus que tu restes le pied dans l'humidité. Il faut que tu mettes du coton hydrophile autour de ton pouce et que tu le changes chaque fois qu'il sera humide. Ah oui. Et c'était lors de sa conseil première de route sa du mère, Rhum. ça. Exactement. Ah oui. En 1990, elle remporte la route du Rhum alors que pendant la traversée, elle est victime d'une fausse couche et de plusieurs jours de coma. En 2011, elle passe par dessus bord sans gilet de sauvetage, mais heureusement avec un téléphone portable. Elle est seule au milieu de la mer et la suite, c'est son frère Hubert qui le raconte. Je l'entends boire la tasse. Elle me dit ah je t'aime, je t'aime. Je dis non Florence résiste. Elle raccroche et là j'ai les bras qui tombent et je suis à mon bureau et devant l'ordinateur et je dis à ma femme elle va mourir. Elle va mourir. Et elle s'en est encore sortie une fois. Alors l'an dernier, elle qui avait su s'imposer dans un milieu d'hommes, elle avait décidé de créer une course, ça s'appelait l'Odyssée des femmes. C'était une course en Méditerranée avec des étapes dans les pays du Maghreb, histoire d'aller parler d'émancipation. Et pour médiatiser ce projet, elle avait accepté de participer à Drop, le jeu d'aventure pour TF1, et c'était il y a un an. Après le 9 avoir mars, vu, ça fera un an demain, exactement, voilà. et après avoir vu ce portrait, je me disais une seule chose, et si enfin cette course voyait le jour, ce serait peut-être un des plus beaux hommages qu'on pouvait lui rendre. Voilà, et on a une petite pensée pour les 10 victimes de cet accident, à Florence Artaud, Alexis Vastine, Camille Muffat et tous le les reste de autres. l'équipe. Un jour une histoire, France 2 à 20h55, c'est ce soir donc, rideau sur le kiosque.